Bienvenue dans cette émission. Je suis très content de vous accueillir. J'espère que ça va très bien quand même, malgré tout, malgré cette deuxième vague, malgré la zone rouge ici en territoire Lavallois. On a un menu parfait pour vous aider à la maison, justement pour se défaire un peu de ce climat qui est anxiogène ces jours-ci, avec notamment Benoît Chalifou qui est auteur d'un livre justement pour vous aider à faire une introspection en période de pandémie. Également, notre chroniqueuse Peggy Belland nous amène son côté très pétillant, des recommandations pour sa chronique Mieux-être. Aussi, pour nous aider à garder l'équilibre, Francis Galland, tout nouveau chroniqueur, qui est avec nous pour nous donner de la bonne musique dans les oreilles. L'humoriste Patrick Groux, mais qui est aussi chanteur. Alors, a sorti un album récemment. Jocelyne Cazin aussi, auteur d'un livre, d'un nouveau livre pour vous. Et on aura également, parce que vous savez à quel point la première vague a fait mal pour le secteur de la vente au détail, pour les commerces lavallois. Est-ce que cette deuxième vague, on est prêt? Est-ce qu'on entrevoit de manière négative, positive, cette deuxième vague actuellement qui est enclenchée? On aura l'occasion de parler avec M. Robert Régimbald, qui est directeur du magasin Livali, ici du territoire lavallois. Et finalement, Nicolas Vincent Poirier, qui sera avec nous pour nous parler série télé, justement pour se distraire durant cette période de pandémie. Je vous souhaite une très belle émission. Le commerce au détail qui, en pleine période de pandémie, qui a été peut-être moins heureux pour certaines entreprises, certains secteurs d'activité, en tout cas pour le secteur des quincailleries. Je pense que ça a été vraiment un très bel été. Est-ce que ce sera la même chose pour l'automne avec la deuxième vague qui est déjà précisée, la zone rouge qui s'est installée chez nous dans Laval et les environs? On vérifie le tout de suite avec M. Robert Régimbald, qui est donc directeur du magasin Laval, donc du groupe Livali, succursale ici évidemment en territoire lavallois. Merci d'être avec nous, M. Régimbald. Merci de me recevoir. Merci à vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de la vente de commerce au détail. On s'entend qu'une situation comme une pandémie, c'était la première fois que vous affrontiez ça, là? Définitivement. Jamais. Rien de comparable. Et même quand on a une trentaine d'années d'expérience, quand arrive une grande vague comme celle-là, comme une pandémie, comment on en arrive à se revirer de bord et à pouvoir garder le même service, la même qualité de service auprès des clients qui se présentent à vous? La nature du commerce de détail chez Livali, c'est que chacun de nos magasins est équipé des à peu près 22 000 produits qu'on offre. On offre des ventes en ligne, ventes par téléphone, service de cueillette à l'auto. Donc, malgré la pandémie, malgré le fait que les gens n'osaient pas, dans bien des cas, rentrer en magasin, il y avait moyen de continuer à commander chez nous sans toucher à quoi que ce soit, puis juste recevoir leur colis à la porte. OK. Puis est-ce que vous avez dû faire face, parce qu'il y a certains puis on nommera pas les bannières, là, mais mettons, il y a plein d'autres bannières qui, dans certains types de matériaux, par exemple, ou certains types d'activités, ont manqué. Par exemple, pour ne pas nommer le célèbre 2x4, dans la construction. Alors, est-ce que pour vous, ça a été difficile de s'approvisionner, par exemple, auprès de fournisseurs, par exemple? Définitivement que l'approvisionnement, même chez nous, chez Livali, a été affecté. On pense juste il n'y a pas juste eu la pandémie, il y a eu les chemins de fer qui étaient bloqués. Oui, c'est vrai. Et ensuite, pendant la pandémie, il y a eu le port de Montréal qui a été fermé. Donc, l'approvisionnement a été affecté définitivement. Et puis, il y a des produits. Les gens n'avaient plus de temps chez eux. Il y a des produits que Livali vend qui ont définitivement disparu des tablettes très rapidement. Ouais, en même temps, c'est heureux pour vous. C'est sûr que c'est un beau problème à gérer dans ce temps-là. Prenons-le de cet angle-là. Et justement, continuons à bavarder là-dessus parce qu'il y a une fonctionnalité. Tu sais, dans le but, je disais, il y a peut-être rupture de stock, mais il y a quand même, pour offrir un service continu, toujours du même niveau d'excellence, c'est quand même une fonctionnalité qui a été développée, je pense, chez le groupe Livali. Là. Oui, effectivement. Une des choses qui a été développée, parce que nos clients étaient habitués de rentrer dans nos magasins, prendre des calepins, crayons pour faire le liste d'emplettes, on a enlevé tout ça, évidemment, avec la pandémie, pour restreindre le plus possible les trucs tactiles. Donc, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à notre site Web qui permet de
magasiner en magasin en se servant tout simplement de la caméra du téléphone intelligent. Une fois qu'on a fini on scanne les produits littéralement sur la surface de vente. Une fois terminé, on imprime le bon de cueillette en arrière-boutique. C'est prêt à accueillir pour le client. Il reste tout simplement à passer au comptoir service pour clore la transaction. Il n'y a rien, aucun touché. Aucun touché, exactement. Donc, aucun contact avec les différents produits. Puis, évidemment, on le sait, grâce à votre fonctionnalité, au centimètre carré, si on est dans le magasin. Des fois, tu arrives dans le magasin, il n'y en a plus, il en reste un, il en reste deux, ça te sollicite, puis tu arrives, tu te présentes, puis il n'y en a plus pantoute. Fait que là, on le sait vraiment s'il y a, par exemple, le matériel ou l'accessoire qu'on désire avoir. Dès qu'on va se rendre au comptoir de service, ça va être clair s'il y a rupture de stock ou non, mais la plupart du temps, c'est en stock. Parmi, d'ailleurs, vous, ce que vous avez remarqué durant... je parlais tantôt de 2x4 là, pour certains types donc, de la construction, pour ne pas le nommer, mais pour vous, dans vos magasins, que vous avez des outils, accessoires, articles, entre autres d'aménagement paysager, je pense, jardin et autres, quels ont été les trucs que les Québécois, les Lavallois, les Lavalloises se sont arrachés pour qu'il n'y en ait plus, justement, sur les différents rayons? Là? Définitivement, les articles de jardinage. OK, oui. On vend toutes sortes de produits, toutes sortes d'outils de jardinage, des râteaux, des pelles de toutes sortes, des bacs pour faire pousser des légumes. Complètement. Il y en a manqué de ça. Il y en a manqué définitivement. C'était très populaire. Fait que ce retour, ce qu'on véhiculait beaucoup dans l'espace public, c'était le retour à la terre, ce désir des gens de s'autosuffire en ayant des tomates, par exemple, des plants de tomates. Oui. Autant en milieu plus urbain, en général, sur le territoire lavallois. Ça, vous avez senti ça, cet appel-là des gens d'ici? Sans équivoque. Ah oui? Ah oui, c'était... le magasin en est vide présentement. On commence à se réapprovisionner, là, mais la saison se fait tard. Et là, OK, je sais pas, puis en même temps, je vous pose une question, puis c'est pas une colle, là, je sais pas, moi, dans quoi je m'aventure en vous posant la question, là. Dites-moi pas que vous avez déjà des articles de Noël, là. Peu. OK, peu? OK. OK. Non, mais là, c'est parce que cette année, on n'aura probablement pas d'Halloween. Je m'excuse, je sais, je suis un casseux de party pour les familles en plus qui nous écoutent, mais là, on n'aura probablement pas d'Halloween. Noël ne sera peut-être pas comme on veut, comme on le désire. Mais là, déjà, des fois, dans certains magasins, on est déjà rendu à Noël. On dit on n'aura pas d'Halloween, fait qu'on, tout de suite, on saute à Noël. Fait que vous êtes prêts déjà, là? Oui, donc pas nécessairement des articles de Noël, mais de très beaux cadeaux pour Noël. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je croyais. Et pour cette deuxième vague, on est en plein dedans. Je l'ai évoqué, zone rouge. Évidemment, comment on prévoit... on a eu l'expérience d'une première vague. La deuxième pourrait être encore plus forte. Je ne veux pas être encore un prophète, mais rendu là, c'est la santé publique qui le dit. Et comment, chez vous, on se prépare pour pouvoir faire face à la musique, faire face à cette pandémie qui se poursuit? Notre compagnie, au printemps, malgré le fait qu'on était un service essentiel, pour une période de temps, à peu près un mois et demi, a décidé de fermer les magasins quand même. C'est une décision qui a été prise dans l'intérêt de la santé de nos employés et nos clients. À ce moment-là, évidemment, les ventes en ligne et les commandes téléphoniques ont continué de plus belle, oui, justement. Et puis, on offrait le service de cueillette à l'auto ou la livraison gratuite pour tous les consommateurs. Alors, si deuxième vague forcerait la fermeture des commerces essentiels, c'est déjà dans cette façon de fonctionner qu'on irait de nouveau. OK, donc alors, on a déjà un plan qu'on a même testé ce printemps. OK, et déjà, c'est ça. Puis avec la fonctionnalité que vous avez dit, c'est un peu un désir de continuer de se réinventer le mot à la mode. Exactement. C'est l'innovation qui porte l'hiver livre. Et j'ai goût aussi de... Parce que c'est un autre secteur, ou du moins un autre sujet qu'on aborde très souvent ces jours-ci, la pénurie de main-d'œuvre, par exemple. Vous avez été à même, comme on le disait tantôt, de constater que les demandes étaient là, que ça a explosé. J'imagine que vous avez dû vous ajuster en tentant de trouver cette main-d'œuvre-là pour répondre à la demande. Est-ce que pour vous, en tant que directeur du magasin à Laval de Lee-Valley, est-ce que c'est difficile de trouver la main-d'œuvre? Est-ce que vous le vivez? Puis de façon concrète, qu'est-ce
qu'est-ce que ça peut apporter quand même chez vous comme façon de s'ajuster, tout ça au quotidien? Comme tout détaillant, la recherche de la main-d'œuvre est très, très, très difficile. On recherche activement du personnel encore aujourd'hui, que ce soit du temps partiel, saisonnier. C'est sûr que ça l'affecte beaucoup. On ajuste notre service du mieux qu'on peut avec les employés. Oui. Exactement, avec les ressources qu'on a. Puis, je regarde ça parce que, évidemment, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, puis bon, on connaît tous des gens qui ont besoin de main-d'œuvre. Puis moi, je fais appel aux personnes peut-être un peu plus âgées, d'expérience, je vais le dire comme ça. Parce que ils ont beaucoup d'expérience, puis ils peuvent, je pense, bien offrir un service à la clientèle. Ils ont du temps parfois pour un 15-20 heures semaine, un temps partiel. Donc, j'imagine que c'est le genre de gens qui ont cette expérience-là. Je pense que c'est de l'or en barre pour vous puis un groupe comme Lee Valley. Là. Puis en fait, c'est typique chez Lee Valley d'avoir partout au Canada, nos employés dans les magasins, il y a beaucoup de personnes âgés, oui. Beaucoup de personnes à leur retraite qui sont là pour... ils adorent travailler le bois, ils adorent le jardinage, donc ils sont là pour conseiller les gens. Donc, on a beaucoup de ça. On a des jeunes employés, évidemment. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est le fun de voir la cohabitation entre les deux parce qu'on peut se montrer mutuellement des choses. Exactement. Puis c'est sur ces mots qu'on se quitte, mais je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle deuxième vague. Et puis, évidemment, que les gens soient au rendez-vous et qu'évidemment, il y ait beaucoup, beaucoup de belles affaires, de beaux projets auxquels les gens peuvent aller justement se satisfaire puis pouvoir les concrétiser grâce à votre expertise et votre aide. Merci beaucoup, monsieur. Donc, Robert Gimbal, directeur du magasin à Laval ici de Lee Valley. Merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus. Être à son meilleur, c'est pas mettre 3 couches d'Instagram, de filtres, c'est être vrai, authentique. Est-ce que c'est possible de l'être dans ce 21e siècle qui va très vite, 2020, qu'on aimerait oublier avec cette pandémie? C'est un livre très à propos, Être à son meilleur, Benoît Chalifou, aux éditions Édito. Il est avec nous, l'auteur, pour nous en parler. Salut, merci d'être là. Mais merci à vous de m'accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis comment on peut être à son meilleur? Cette question qui peut s'avérer fort simple, mais qui est tellement complexe. Ben, c'est un perpétuel recommencement. Être à son meilleur, en fait, c'est de toujours avancer un petit peu d'une journée à l'autre. Donc, être à son meilleur, c'est pas être le meilleur, mais être à son meilleur de nos capacités. Donc, à l'ère du numérique, à l'ère de la pandémie, être à son meilleur, je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui et ça passe par le côté humain. C'est ce que je fais ressortir dans le livre, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Puis c'est d'accepter qu'une journée, notre meilleur sera peut-être à 80 % de ce qu'on est capable de donner habituellement. Bien, absolument. C'est la connaissance de soi, ça. Oui, tout à fait. Et puis, justement, vous parlez beaucoup de ce monde interconnecté. C'est une des choses que vous abordez notamment. Mais justement, est-ce qu'on est trop interconnecté? Est-ce qu'on s'imprègne trop, on s'abreuve trop des autres? Et justement, à un moment donné, comme tout jeune, par exemple, je vais prendre tout jeune en quête d'identité ou toute personne qui se réoriente dans un nouveau, par exemple, parcours de vie, à un moment donné, on dirait qu'on se laisse happer, qu'on s'oublie. Alors, comment être interconnecté sans se dénaturer et en restant qui on est? C'est une grosse... Ouais, Est-ce que c'est d'être cohérent, par exemple? Oui, être cohérent avec soi-même. Premièrement, je veux parler des technologies. Les technologies qui s'accélèrent, qui sont utiles pour l'être humain. Mais n'importe quel chef d'entreprise, je donne beaucoup de conférences dans le domaine technologique et tous les chefs d'organisation dans l'industrie technologique vont vous le dire, la compétence la plus importante à l'ère du numérique, c'est la compétence humaine, même dans le domaine numérique. Donc, ce que j'ai compris, c'est que oui, c'est important d'utiliser les technologies, mais si on est trop imprégné des technologies, on devient moins empathique, on n'est plus capable de regarder l'autre dans les yeux, on n'est plus capable de détecter ce que l'autre pense, et c'est le gros problème de l'ère du numérique où on n'arrive plus à faire ressortir nos compétences dites humaines. Puis est-ce que aussi là-dedans, ce n'est pas aussi une responsabilité, oui, elle est individuelle, mais elle est également collective, en ce sens où, par exemple, les entrepreneurs, les boss d'entreprise qui nous appellent, qui nous écoutent et qui peut-être ça les interpelle actuellement, il faut aussi que les ressources humaines, ce soit un département qui ne soit pas négligé et que plus que jamais, la qualité de vie, les conditions de travail, le climat de travail aussi, ce qui a été longtemps négligé. Je pense que ça fait partie également de la solution. Bien sûr, parce qu'à l'ère des technologies et de tout ce qui s'ensuit,
l'être humain à son meilleur, c'est celui qui va réussir à faire ressortir le meilleur de l'individu. Il ne faut pas oublier que les organisations, c'est le fruit d'une complicité, d'un collectif. Et c'est ce collectif qui fait que les entreprises demeurent ou, malheureusement, ne survivent pas. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Plus que jamais, les organisations, malheureusement, ne sont plus capables de survivre plus d'une décennie. Et puis, est-ce que c'est par manque, par exemple, de diversité aussi? Parce que la diversité, c'est quand même de s'ouvrir, c'est une façon d'y arriver également, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir, justement, comme on parlait, d'être à son meilleur. Oui. Bien, la diversité est partout. Et ce que je parle dans le livre, c'est cette curiosité sans borne. La curiosité de tout ce qui se trouve autour de nous à tout moment. Et évidemment, la diversité, ça peut être par le genre, mais ça peut être également par la culture, ça peut être par le domaine. Moi, j'adore être dans un 5 à 7 et tomber sur quelqu'un qui est ingénieur. Je ne connais rien à ce domaine et ça m'épanouit de pouvoir avoir une discussion avec une personne qui ne me ressemble pas par son bagage multiple. Oui, puis par son vécu. Et est-ce que... Puis là, vous parlez beaucoup de soft skills. Donc, soit les habiletés relationnelles. Parlez-moi un petit peu de ça, le soft skill ou le mythe ou quelque chose. Mais pour en finir avec ce mythe, parce que c'est un mythe, soft skill, si on le traduit en français, ça veut dire compétences douces. Ce ne sont pas des compétences douces. Aujourd'hui, c'est des compétences essentielles. Donc, on va utiliser, si tu me le permets, les compétences humaines ou habiletés relationnelles, qui sont proprement dites ce qui fait notre différence dans le monde tech connecté. Oui, bien c'est ça. Et justement, est-ce que en même temps, il y a des solutions, finalement? Ces solutions-là, pour les gens qui nous écoutent, par exemple, le commun des mortels, dans sa vie professionnelle, on parlait d'interconnecté, bien, ça l'est. Vie professionnelle et personnelle, je pense, sont interreliées de par les relations qu'on côtoie, autant au boulot qu'autant dans le personnel. Je pense que ça va... On dit souvent que ça va pas bien, par exemple, de façon professionnelle, on risque de ramener ça à la maison et vice-versa. Donc, les solutions que vous parlez, les clés pour avoir une vie plus épanouie, seraient lesquelles, selon vous? Premièrement, je partage un coffre à outils. Et le coffre à outils comporte la communication, l'empathie, la maîtrise de soi, l'autodiscipline, l'automotivation. C'est des éléments clés. Et vous l'avez bien précisé. On n'est pas capable de faire une distinction entre notre monde professionnel et amoureux et amical. C'est un 360, on est la même personne. Ouais. Et le moins qu'on va mettre de masque par rapport à avec qui on est, par exemple, moi, je suis plein d'énergie, mais je suis plein d'énergie avec ma douce moitié, je suis plein d'énergie tout le temps. Donc, je ne mets pas de masque. Je suis toujours la même personne, la même personnalité. Le plus... Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Je suis certain que vous avez tout le temps de l'énergie. Ça paraît, ça paraît sur le plateau aujourd'hui. Mais ce que je veux expliquer, c'est que le moins qu'on met de masque, plus qu'on est propice à pouvoir développer notre coffre à outils, parce que le premier travail, c'est la connaissance de soi. Se respecter. Oui, se respecter, d'être en relation avec soi. Pourquoi l'autodiscipline fait partie de mon coffre à outils des habiletés relationnelles? Parce qu'avant d'être en relation avec l'autre, il faut être en relation avec soi-même. Avec soi-même, c'est ça. Comme on dit souvent, s'accepter soi-même, s'aimer, s'apprécier, c'en est une des clés. Et je pense que vous donnez des conférences également, si je ne m'abuse. Et justement, lorsque vous vous rendez, parce que là, c'est un livre, évidemment, c'est un peu un condensé, si je peux me permettre, des conférences que vous donnez lorsque vous vous rendez devant le public. On se comprend qu'on est dans un contexte particulier présentement. Les conférences, c'est un petit peu plus difficile en zone rouge aussi. Mais quand même, lorsque vous vous rendez en conférence, quels sont les messages que vous recevez de la part des gens qui sont dans l'assistance, par exemple? Bien, premièrement, à chaque fois, c'est très inspirant. Ce que je reçois, c'est que souvent, on sous-estime l'aspect humain. Tout ce que je partage, on le sait. Donner, vous allez recevoir, maintenir ses relations, prendre du temps, connecter avec l'autre, prendre un café même si tu n'as pas le temps, ça fait toute la différence sur le long terme. On le sait, mais c'est ces rappels qui rendent humains les organisations dans lesquelles on travaille et d'arrêter de prendre pour acquis nos relations les plus intimes, notre douce moitié, notre conjoint, notre conjointe, notre père, notre femme, etc., etc. Donc, vraiment, c'est des éléments clés qui est important de rappeler et je pense que j'ai une saveur, une couleur lorsque je partage ça en conférence qui fait mon succès, je crois. Et pour vous, cet intérêt-là, est-ce que c'est par votre passé, votre vécu, par par exemple, des passages dans des entreprises où vous avez remarqué qu'il y avait des lacunes ou des gens autour de vous qui avaient peut-être une méconnaissance de leur potentiel ou de votre propre potentiel. À un moment donné, vous avez vécu des choses qui vous ont dit « Hey, regardez, je peux accomplir de grandes choses » qui vous ont par la suite motivé à faire ces démarches-là, c'est-à-dire écrire un livre et faire des conférences, justement. C'est une très, très, très bonne question, en fait. Abraham Maslow disait que c'est à travers nos tragédies, malheureusement, qu'on apprend les plus grandes leçons de notre vie. Moi, j'ai perdu un frère très jeune, j'ai perdu un père
trop jeune. C'est vrai que ça me poussait à toujours ne pas remettre à demain le projet que je pouvais faire aujourd'hui. Être conférencier, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Les voyages que je fais partout dans le monde, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Jamais mettre le livre. Ouais. Le livre, j'avais pas écrit une ligne au mois de mars. Quand même. Je me suis levé à 5 heures du matin, du lundi au dimanche, du mois de mars au mois d'août. Une épiphanie. Ben, ça a été un point de bascule. J'avais pas le temps. J'ai saisi ma chance lorsque la COVID est arrivée. Encore une fois, vous avez très bien raison. Vous avez souligné quelque chose d'important. Saisir sa chance par rapport à qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça la vraie liberté. C'est de se donner la liberté de faire ce qu'on veut vraiment faire et de ne pas le reporter à demain. Eh bien, je pense que c'est ce message qu'on doit retenir de ces dernières minutes. Puis merci de l'avoir dit avec autant de clarté et d'énergie, d'entrain. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et évidemment, ce livre-là, Être donc à son meilleur, de M. Benoît Chalifou. Merci beaucoup, sincèrement. Ça me fait plaisir. Moi, c'est ce genre de message que vous avez qui est porteur actuellement et que les gens sont chez eux, vivent peut-être un peu de la détresse, de l'anxiété. Et je pense que vous contribuez justement à nous apporter vraiment de belles choses. Alors, merci d'avoir... Entretenir ses relations. Exactement. Merci. Merci à vous. Merci. Ça sent tellement bon. C'est parce qu'elle est là. C'est parce qu'elle est là. C'est parce qu'elle est là. Ça sent bon. Peggy Belland, qui est avec nous, notre chroniqueuse, justement, mieux-être, plaisir et divertissement. Salut! Salut! Hey, je suis vraiment contente d'être ici. Là. Ça fait du bien. De retrouver une civilisation, de retrouver du monde. Oui, de voir des gens, de savoir que je vais pouvoir connecter avec le public. Là, c'est vraiment un grand plaisir de me joindre à toi. Bien, c'est réciproque, ma chère. Puis là, t'as emmené, là, on va y venir, là, mais c'est des odeurs thérapeutiques, des odeurs pour nous faire du bien. En fait, là, dans ma chronique, là, je vous apporte toujours 3 sujets là, aux 2 semaines. Ouais. Puis mon but, c'est vraiment de vous inspirer. Moi, je veux inspirer les gens pour parvenir à un monde meilleur, premièrement. Je trouve que c'est important. On voit tellement, on en parlait juste avant de rentrer en ondes, là, de fake news, beaucoup de négatifs. On peut-tu mettre ça un peu de côté puis essayer de retrouver un peu de positif? On peut-tu arrêter de parler, de se créer de l'auto-anxiété en watchant c'est quoi à 11 heures les... OK, il va-tu avoir 1102 cas? Il va-tu savoir... OK, non, OK, ça a rebaissé. OK, non, ça a remonté. Je pense qu'on peut-tu s'éviter ça? Puis tu as tout à fait raison. Puis je pense que déjà, avec la culture, en partant, c'est un bel exutoire pour nous permettre d'avoir un beau moment ou du moins de bien manger. Alors, tu nous proposes le tout. Et justement, tout d'abord, avec la nouvelle application d'Isabelle Huot, Shop Shop. Oui, écoute, Isabelle Huot, elle nous arrive toujours avec soit des nouveaux livres, des nouveaux projets. Et là, je suis tombée en bas de ma chaise. Je sais pas pour toi, Alex, là, mais l'heure des repas, ça devient un casse-tête. Ouais. Surtout en COVID, là, on se dit, bien là, qu'est-ce que je vais faire pour manger? On a toujours nos bonnes vieilles recettes, puis on mange pas super bien, puis on boit de l'alcool. En tout cas, un peu plus. Toi, par ailleurs, parenthèse, t'es-tu abusé de l'alcool durant la première vague? Ben oui, je suis coupable. OK. Je suis coupable. Pas abusé, là, mais je dirais qu'au lieu que le 5 à 7 soit le vendredi, les vendredis... C'est à tous les jours. Oui, il y a toujours un petit verre de vin là, qui se prend. On dirait que ça calme les nerfs, mais avec l'application d'Isabelle Huot, elle nous arrive en fait avec shopshopmenu.com. C'est une application mobile, il faut le dire. Okay. Sur appareil intelligent. Sur appareil intelligent, qui est connecté via Facebook, via une communauté avec un groupe privé. Puis son objectif, c'est vraiment fournir les repas de la semaine. OK, pour toute la famille, là. Oui, on pour est toute vraiment, la famille. Okay. Donc, ça permet de faire une planification. Qu'est-ce que ça fait? Bien évidemment, on sauve du temps, de l'argent, on mange mieux. Puis on veut réduire le stress de créer des repas. En tout cas, moi, ça me causait un stress. Mais est-ce que c'est... Parce qu'on préconise beaucoup le vegan, manger, tu sais, bon, sainement, mais est-ce que, tu sais, puis pour certains, on n'est pas dans ces types, des fois, que ce soit de végétariens, on n'est pas dans des mouvements culinaires ou de bouffe quelconque. Donc, est-ce que c'est quand même inclusif comme application? Les menus sont variés, puis autant le carnivore que quelqu'un qui est plus végétarien va s'y retrouver. Oui, bien, Isabelle Huot, c'est une docteure en nutrition, peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Fait qu'elle voulait vraiment... en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on s'abonne aussi peu que 10 $ par mois. Okay. Donc, c'est très facile. On reçoit 2 menus et 5 recettes, donc 5 soupers. Et ce qu'il y a de merveilleux, là, c'est que quand on prépare nos recettes, je sais pas pour toi, là, Alex, mais souvent, on court à l'épicerie. Moi, je prends des photos de toutes les recettes. Je sais pas où sont les ingrédients, mais elle nous fournit les ingrédients. On a notre liste d'épicerie.
Donc, on a nos menus, notre liste d'épicerie, on part faire notre commande, puis on est capable d'aller chercher les ingrédients facilement. Ça semble un peu à Good Food. Est-ce que c'est dans le même... Non, Good Food, je pense que je les ai tous essayés. Là, Oui, bien justement. Good Food, on va recevoir les ingrédients à la maison Ouais. et là, on fait à partir de la recette le repas. Ouais. Isabelle Huot, elle nous fournit pas les ingrédients. OK, C'est vraiment c'est ça. les menus avec la liste des ingrédients et là, on va à l'épicerie et ensuite, Ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la communauté Facebook. Fait qu'on, tu sais, moi, je suis pas une grande cuisinière. C'est un de mes objectifs de la COVID, là. On est deux, là. On est deux. Je suis vraiment zéro, là. Je vais me lancer avec elle. Elle nous guide. Il y a vraiment des vidéos. Donc, on est vraiment guidés pour faire la recette. Fait qu'on n'est pas toute seule. Puis, avec la communauté, on peut aller écrire peux sur le partager. groupe privé avec les gens, dire, ben moi, j'ai aimé cette recette-là, un peu moins. C'est quoi ton truc pour la réussir? Fait que, bref, moi, c'est un gros coup de cœur. Puis, si on n'est pas certain, on peut l'essayer. Comme je dis, c'est 10 par mois. Donc, on l'essaye un mois. Si on n'aime pas Puis ça, on après peut se ça, désabonner. C'est ça, exact. Puis, Ouais. puis en même temps, ça développe. Tu sais, tantôt, tu dis, moi, là, je suis pas trop quelqu'un qui cuisine, je suis pas trop bon. Justement, ça va te développer peut-être une passion, ça va développer j'espère. un intérêt, en tout cas, Oui, du moins, pour... mais pas se décourager. Mais toi, toi, en plus, qui est mère, puis Oui. qui cuisine pas, t'es nourris comment tes enfants? Ils sont non, au McDo mais- tout le temps? Ou non, mais... Je vais faire une grosse confidence. Vas-y donc. Honnêtement, moi, j'allais beaucoup chez la boucherie et j'achetais des menus qu'eux faisaient préfets et je mettais ça dans le four. Bon, c'est bon, mais on s'entend que c'est pas comme cuisiner. Ouais. Fait que je mets toute mon espérance et ma foi en chop menu. Je pourrais peut-être vous en reparler Ouais. dans un mois pour vous Parle-moi-en. dire, là, apporter des recettes que j'ai faites. C'est parce que tu sauves de l'argent aussi, là. Je veux dire, Ah, tu c'est vas énorme. les acheter, tu les prépares à la maison, tu sais, au lieu d'acheter des repas déjà faits. Puis en plus, on le sait, le meilleur pour la santé, on en parlait, mais quand même, déjà, tu sauves de l'argent aussi dans les coûts. Puis parce que tu peux le réutiliser souvent, t'achètes... Ben, on peut congeler les portions aussi. en surplus aussi. Donc, ouais, gros coup de cœur. Ouais. Essayez ça. Et là, un endroit, parce qu'on a encore le droit de sortir, justement, ça Oui. fait partie de l'État, je pense, l'équilibre qu'on veut garder en période de COVID, sûrement avec cette deuxième vague en plus qui est entamée partout. Et justement, sortir de la zone rouge pour aller dans d'autres endroits, on peut se retrouver peut-être en couple ou tout simplement tout seul. Donc, tu nous proposes une sortie à Sorel. Oui, Sorel-Tracy. Mais en fait, je tiens à préciser que cette sortie-là, je l'ai fait avant l'annonce des zones rouges et des zones oranges. Il y a environ une semaine et demie. Mais je tenais à vous en parler parce que j'ai vécu un moment. Moi, je suis une grande voyageuse. Moi, ça me motive dans la vie de travailler pour économiser de l'argent puis partir en voyage. Là, tu n'as pas voyagé loin, par exemple. Non. Mais j'ai pas voyagé loin, mais j'avais l'impression d'être en Floride, sur le bord d'une marina. La vue est spectaculaire. Ouais, c'est c'est vrai. en fait l'hôtel de la Rive à Sorel-Tracy. C'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et puis c'est un hôtel 4 étoiles, là, puis on a vraiment toutes les commodités. Je sais pas pour toi, là, mais quand je sors maintenant, je veux que ça soit sécuritaire. Je veux avoir l'impression, c'est plate à dire, mais que je suis pas à côté de chez nous puis Ouais. que je vois le stationnement, tant qu'à sortir. Et évidemment, il faut que ça soit économique. On n'est pas dans une Non. situation... Je pense, en tout cas, qu'il y a personne qui dit, moi, j'ai beaucoup d'argent puis j'ai pas peur de sortir mon argent pour me gâter. Là, je dirais que l'hôtel de la Rive, c'est un gros. Bien, justement, coup de cœur. Tu es sur le bord du fleuve, tu l'as Ouais. dit. Donc, est-ce que il y a un bon restaurant à l'intérieur? Est-ce qu'on parle de spa, je pense? Oui, bien, en fait, dès l'arrivée, on a... D'où l'odeur, d'ailleurs? Oui, ça, je vais en venir après. Oui, Cette odeur de vas-y, calyptus. vas-y. Mais je dirais que ce qui est intéressant à cet hôtel-là, c'est qu'on arrive, le service à la clientèle est A1. On a des beaux peignoirs dans nos chambres. Donc, on peut aller à notre chambre, se reposer. Il y a des petits frigos, donc on peut même apporter notre vin si on veut prendre un verre de vin à la chambre, encore l'alcool. Mais quand même, on peut prendre un verre de vin Ivrogne. à la chambre. Moi, je vais être étiquetée. Ouais. Aussi, par la suite, oui, ça, j'ai vraiment aimé ça. Le spa est à même l'hôtel. Donc, c'est un magnifique spa. Il y a les bains chauds, bains froids, Sauna. avec une grosse chute, puis on voit le fleuve Saint-Laurent. OK. Fait que- Puis il y a une magnifique salle de repos. Là. On dirait que c'est un vrai feu de foyer. Là. J'ai donné les images, vous allez pouvoir les voir à l'écran. Là. Mais on dirait vraiment que c'est un feu de foyer, mais c'est du faux feu. Là. Mais on peut aller se reposer. Puis moi, j'ai passé un bon 2-3 heures. Là. Et comme je vous dis, c'est super sécuritaire. On arrive là-bas, ils nous posent des questions, on a nos masques. Donc, on n'a pas de crainte à avoir par rapport au COVID. Et évidemment, quand on a pris un spa, puis on s'est reposé, on fait quoi?
Après le spa, Alex? On s'en va dans le sauna. On va au restaurant. Bon, au restaurant aussi, oui, Donc, on s'en va au restaurant. Il y a un magnifique restaurant à l'intérieur de l'hôtel. Puis le service, le personnel connaît bien le menu. Donc, puis il y a un menu pour deux. Moi, ça m'a impressionné. Il y a une bouteille de vin avec un bon steak, différents menus qu'on peut prendre, un super accompagnement. Et pour deux, c'est 100 $. OK, c'est juste ça. Donc, c'est incroyable. Puis, on parle d'une table, c'est-à-dire, tu sais... services. Je te parle pas de la dimension, mais évidemment de ce qui est offert. Donc, 3 services. Est-ce que c'est terroir québécois ou... Oui, ils privilégient les terroirs québécois, tout ce qui est les ingrédients, puis aussi les vins. Donc, moi, c'est un gros coup de cœur. Puis encore là, dans la salle à manger, on a toujours la vue sur le fleuve. OK. Donc, on a vraiment l'impression d'être en voyage. Moi, j'avais vraiment l'impression de ne pas être au Québec. Puis, c'est ça qui est intéressant avec le COVID, c'est qu'on redécouvre notre Québec. Ouais. Je sais pas pour toi, moi, c'est puis les gens à la maison. Littéralement, puis je pense que ça a été le cas pour bon nombre de gens. On est sortis, on est retourné en Gaspésie, on est allé un peu partout. Percé, moi aussi, je suis allée là. Charlevoix. Donc, pour tout type de... Justement, tu es un type peut-être un peu plus, justement, randonnée plein air, autant que, justement, tu aimes plutôt rester dans des lieux plus urbains, tout en ayant contact avec la nature, comme tu proposes. Je pense que c'est un bel amalgame qu'on peut faire. Puis les hôtels sont encore ouverts. Donc, hôtel de la Rive. Donc, peut-être à mettre sur votre liste, là, Noël s'en vient. Ça peut être une petite sortie intéressante. Un petit forfait, justement, comme tu dis, des incitatifs pour le faire. Bien, un grand plaisir, un grand merci. On avait un autre sujet, on va se le garder pour la prochaine fois. Ah, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il voit encore la vie en stéréo? Je sais pas, faudrait y demander. C'est notre chroniqueur Francis Galland, mais aussi artiste musical, puis chanteur aussi. Puis pourquoi, évidemment, ma vie en stéréo, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. J'ai pu l'interviewer à la radio, puis ça va être très, très, très familier et complice. Salut, Francis! Salut! Hey, oui, je la vois en stéréo. On était ensemble, à deux. À deux, exact. Et là, je te vois, ensemble, puis je sors de ma maison. En chair et en os. Oui. Puis je me permets une parenthèse parce que, bon, je le précisais, tu es un artiste musical, tu as fait plusieurs singles radio. Présentement, ça a été mis sur pause pour toi, puis bon nombre d'artistes. Alors, comment ça se passe pour toi présentement? Je me permets cette question-là. Bien, écoute, c'est très gentil de poser la question. Ça se passe en mode de COVID, confinement. Donc, on se renouvelle, hein, tu sais, les artistes. Donc, j'ai déposé plusieurs chansons sur mes pages Facebook. Il y a du travail qui se fait en fait, de fond, un travail de fond qui se fait au niveau des chansons, sélection des nouvelles chansons de l'album, composition aussi. Donc, c'est vraiment ça, là, c'est en catimini chez moi que je suis en train de préparer un retour à ce album. Et tu vas avoir des chroniques culturelles, des sujets en ce sens-là, mais maintenant, tu viens du monde culturel, de la musique. Puis, je me permets d'ailleurs de tout de suite sauter au deuxième sujet, puis on reviendra au premier sujet, parce qu'on est dans la musique. Puis, justement, Patrick Gros, qui, lui, après plusieurs années d'absence sur le monde musical, avait retenu l'attention, avait déjà remporté un Félix pour le meilleur album country de l'année avec ses bas blancs. Et on le connaît humoriste, mais est revenu à la guitare. Puis ça a pris un contexte de COVID, justement, pour le ramener à la musique, finalement. C'est vrai, totalement. Tu sais, ça fait presque plus de 10 ans, en fait, une absence pour Pat Gros et les bas blancs. Et la COVID l'a fait confiner un peu comme moi. Et là, il a repris sa guitare. Les dates de spectacle de son show d'humour Gros a été annulé partout. Alors là, il a commencé à gratter. Il a fait sa première chanson sur le confinement, là, qui a lancé sur les réseaux sociaux. Qu'il faut pas s'affoler, même si c'est un peu épeurant. Il y a des gens qui prennent soin de nous maintenant. Plus d'1 million de vues, ça a été d'1 million viral. de vues. Incroyable. Et là, ça lui a donné le goût de composer, de rappeler ses vieux chums qu'il voyait, qu'il croisait de temps à autre sur les événements. Puis là, Pat a commencé de fil en aiguille à composer ses chansons et à envoyer à ses complices, donc ces chansons-là, pour faire un album. Et ça s'est fait, là, et ça s'est fait vraiment à distance. C'est ça qui est vraiment étonnant de l'album, avec la technologie maintenant. Donc, il a envoyé à Sébastien Daigle, qui est son complice, Grégoire Pinchot également. Donc, tout s'est fait à distance. Donc, il me disait le plaisir, le bonheur qu'il a eu de composer l'album avec sa famille, avec son gars dans le salon. Donc, puis ses enfants étaient très jeunes à l'époque de ses précédents albums. Fait que, tu sais, de montrer son savoir-faire, je trouve ça intéressant. Puis j'ai trouvé, pour avoir suivi le début de sa carrière, là, je me permets cette analogie, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai trouvé vraiment que son talent d'auteur
en tant qu'auteur, a pris une coche de plus. Oui. Puis on dirait que, parce qu'avant, ses chansons, c'était, oui, certaines autobiographiques, dont Sylviane, qui a beaucoup joué à la radio, que les gens peut-être vont connaître, mais parlant de sa sœur, mais sinon, c'était très ludique, c'était très rigolo comme sujet. Oui. Donc là, d'y aller de chansons comme Les Cascades, Oui. une chanson qui parle justement de sa rupture avec la mère de ses enfants, tellement... Un sujet personnel. Ben oui. Très, très, très privé. Puis c'est un Patrick Groux qui s'est dévoilé un peu plus sur cet album-là et on le sent. Sa plume, il y a une qualité, Patrick Groux, hein, c'est que c'est très, très, très authentique, Ouais. très franc. Ouais. On se sent interpellé. On dirait que c'est notre chum qui nous parle puis qui nous raconte une histoire. Ouais. Donc lui, il se qualifie pas d'auteur. C'est ce qui est surprenant. Mais pourtant, mais c'est ça. il est incroyable. Puis en même temps, c'est pas... tu sais, toi qui es un chanteur à voix, lui n'est pas un chanteur à voix, mais en même Mais temps... tellement touchant. Mais il est touchant, c'est ça l'affaire. Puis c'est ça... Moi, je suis pas touchant, je t'avoue. Ben non! T'as juste la technique! T'as juste la Juste la technique! technique, ça a travaillé. Non, mais pour vrai, non, mais t'as l'éloquence, je sais Mais très bien. totalement, Mais non, c'est ça, c'est que lui, il est pas armé comme toi, par exemple. Toi, t'as la qualité d'interprète, Ouais. tu sais comment transmettre l'émotion, t'as la voix, mais lui, justement, c'est qu'il n'a pas nécessairement une hyper grande voix, mais il a, comme tu dis, cette qualité de se connecter avec son auditeur. Absolument. Et c'est touchant et c'est vibrant. C'est une bulle qui crée, Oui. hein, Patrick Groux, quand Carrément. il chante. Puis il y a ce don-là, en fait. Ouais. Et ça prend pas une grande voix pour toucher le cœur du monde. Moi, selon moi, là. C'est là où on s'en rend compte. Voilà. Puis on dirait que des émissions comme La Voix nous montrent souvent justement les gagnants, les gagnantes, sauf quelques grandes exceptions, des performances. grandes performances, dont Suzy Villeneuve récemment. Mais moi, j'aime mieux ces performances-là vocales, plus nuancées, plus en douceur, qui nous racontent quelque chose, et c'est ce qu'il fait. Absolument, qui touche le cœur. Exactement. Et là, bon, on y va parce que le temps file aussi. Ah oui. Puis je veux qu'on parle de cette journaliste incroyable pendant plusieurs années à TVA avec JE. Et là, elle se dévoile comme jamais. Ma véritable identité. Parle-moi de ce livre-là. Qu'est-ce qu'on apprend Écoute, de Jocelyne Cazin? on apprend tellement de choses. Écoute, ma véritable identité, Jocelyne Cazin avait, en 2014, lancé un premier livre, Ouais. J'ose déranger. Donc, c'était une prémisse à ce livre-là. Mais là, elle se dévoile 100%, totalement. On la connaît comme une grande dame de l'information, de JE aussi, son parcours, 4 trophées artistes. Mais là, on entre vraiment dans sa vie privée. On apprend que Jocelyne Cazin est une perfectionniste, mais c'est une femme, malgré qui cognait aux portes et qui était là pour le droit de tous et la liberté de tous. Elle a peur de déranger, elle a peur de ne pas se faire aimer. Donc, d'où vient un peu son côté peut-être plus caché de sa vie privée. Et c'est une génération aussi où c'était peut-être un peu moins permis de parler là, de sexualité, de bisexualité, de pansexualité, homosexualité. Donc, je la trouve très courageuse parce qu'on apprend à découvrir sa vie privée, finalement, des relations toxiques, des relations qui ne l'ont pas aidée non plus. Alors voilà, oui. Et je sais qu'elle donne des conférences. Je sais qu'elle donne des conférences auprès des femmes, entre autres, de s'assumer, justement. Oui. Tu parlais beaucoup de quête d'identité, entre autres, bisexualité, homosexualité, à une époque où les femmes, autant que les hommes, on refoulait ça. On avait des Comme familles... c'était pas normal. Ben, c'est ça, exactement. Oui. On se mariait quand même avec comme un couple hétérosexuel, mais finalement, on n'avait pas nécessairement cette identité-là sexuelle. Exact. Alors, combien de vies qui ont été malheureusement... Malheureuses. Ben, exactement. Dans l'ombre, ouais. Et cette quête de bonheur, elle nous donne un peu comment elle a réussi, j'imagine, à traverser tout ça, puis enfin à s'affirmer, parce qu'elle a presque 70 ans. À l'aube de ses 70 ans. Et là, Jocelyne, je pense qu'elle va créer un mouvement parce que beaucoup de femmes de sa génération ou d'hommes n'osent pas et gardent ce secret, ce lourd secret. Alors, je trouve ça très courageux. Puis une femme, de le faire. Oui. Une femme de le faire à 60 ans, 70 ans. De se faire son coming out, là, ben, c'est ça, finalement. exactement. Puis dans un monde où elle a travaillé, c'est un monde d'hommes. Oui, où elle était jugée d'ailleurs, là, au début de sa carrière. Puis tu sais, comme moi, parce que lorsqu'elle a quitté TVA, elle n'a pas été en mesure de se retrouver un boulot de façon... et c'est déjà quelque chose qu'elle a affirmé dans certaines entrevues. Elle aurait voulu revenir, par exemple, dans des métiers justement plus publics, comme à la télé ou autre. Puis malheureusement, les appels ne se sont pas manifestés. Et c'est pas parce qu'elle manque de talent. C'est une journaliste incroyable. Incroyable. Mais en fait, elle s'est créée quand même beaucoup de travail. On la voyait peut-être moins à l'écran, mais beaucoup en conférence, comme tu parlais tout à l'heure. Elle aide énormément. Donc, elle fait des congrès.
Donc, elle se tient occupée. Comme Jocelyne dit, je ne suis pas à la retraite. En fait, à la retraite, on ne doit pas être nécessairement en retrait. On travaille. Je trouve ça super beau et très courageux. En tout cas, ma véritable identité, des belles photos, 208 pages, disponibles également en format numérique. Donc, si en période de COVID, ça peut être très intéressant. On découvre beaucoup de choses et ça aide beaucoup de gens également dans le parcours. Bien, et exactement. Puis je pense que cette aide, on en a besoin ces jours-ci parce qu'on a du temps pour faire une introspection. Et cette introspection-là, un livre comme celui-là avec une femme inspirante comme Madame Cazin, je pense que ça peut l'être tout autant. Bien, merci d'être venu nous voir. Merci à toi. Hey, première! Première, on a brisé la glace. Oui! Et qu'est-ce qui se passerait si une bande dessinée était réelle? Hein? C'est ce qu'on peut se poser comme question avec Utopia, qui est disponible sur Amazon. Et il est d'ailleurs notre chroniqueur cinéma, chroniqueur série télé. Je suis très content de le retrouver. Un de mes bons potes, Nicolas Vincent Poirier. Salut! Salut, Alex! Là, fais attention, tout de suite. Il aurait dû avoir, avant de commencer la chronique, un espèce de saut. Le prochain message, avis aux complotistes, on ne vous déteste pas. On va juste parler, évidemment, de notre prochain sujet, est un peu en lien avec ce qui est d'actualité, c'est-à-dire la pandémie COVID-19 et justement ceux qui sont les anti-masques. Il y a eu des manifestations tout récemment, puis bon, des gens qui n'y croient pas encore malgré le nombre de morts qui s'y accumulent. Bon, je ne ferai pas de politique dans cette chronique-là. Justement, cette série-là qui est née bien avant la pandémie. Alors, il faut le spécifier aussi d'emblée. Oui, tout à fait. C'est une série britannique qui a commencé en 2013. Et la base de la série, bon, c'est une bande dessinée qui annonce un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Donc, un groupe de personnes essaie de comprendre les messages cachés. Et c'est une série qui a très bien fonctionné en 2013-2014, 2 saisons de 6 épisodes chacun, mais elle a été critiquée pour sa violence et aussi pour certains faits réels qui ont inséré un peu dans l'émission. Et tout de suite après, c'était censé aller sur HBO et bon, il y a eu des problèmes. Ententes. Ouais. Ça n'a pas marché, une question de budget. Et finalement, c'est Gillian Flynn, celle qui a écrit le livre Gone Girl, qui a fini par adapter pour les États-Unis et pour Amazon aussi, cette série-là qui comprend 8 épisodes. Et bon, pour la première fois de sa carrière, John Cusack a un rôle d'envergure quand même. Oui, et me dire cette série-là, moi, je m'attendais quand même à beaucoup. Et dès que ça commence, il y a un avertissement justement que, regarde, il n'y a pas de lien entre ce que tu vas voir et des faits réels. Si c'est le cas, c'est juste une coïncidence. Parce que la série, il ne faut pas oublier, bon, c'est en mars, vraiment, c'est en décembre 2019 que le virus a commencé en Chine, par exemple. C'est ça. Exact. Et bon, c'est vraiment en mars qu'on l'a vraiment senti ici. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que la série a été terminée de tourner en septembre 2019, donc bien avant. Donc, c'est vraiment des pures coïncidences rendues là. Merci de le dire. Oui, c'est très important de le mentionner. Et justement, pourquoi est-ce qu'on nous dit faites attention, parce que s'il y a des liens avec la réalité, ce n'est qu'un pur hasard. C'est qu'évidemment, dans cette bande dessinée-là, pour la version américaine, on parle de pandémie, on parle de virus. Je n'embarquerai pas dans les détails. Donc, pour certaines personnes, oui, ça peut être un sujet sensible et on peut s'imaginer toutes sortes de choses, mais si on regarde les faits, il n'y a aucun lien qui peut être fait. Mais est-ce que déjà les réactions de ceux qui l'ont vu, je parle des complotistes, justement, comme on les appelle, est-ce que déjà il y a des groupes de discussion sur les médias sociaux qui ont pris les éléments qui sont dans la série et qui ont alimenté, qui ont disons, dans leur perspective, leur façon de voir la COVID, se sont servis de la série à des fins de propagande ou est-ce que jusque-là, est-ce que ça s'est vu? Pas à ce que je sache, mais ça se peut. Ça se peut très bien que quelqu'un tombe là-dessus demain matin et justement fasse des liens. Personnellement, j'adore tout ce qui est théorie de complot. Toi qui es un adepte. Écoute, je doute de tout le temps. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'aime ça. Écoute, j'aime toutes les théories de complot. Que la Terre soit plate, qu'elle soit creuse. En passant, je crois que la Terre, elle est ronde. Oui. Mais j'aime tout ça. Mais des fois, on nage dans le pas creux, dans ce genre de débat-là. Des fois, ça peut... Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'origine de ça. Ouais.
Et bon, parmi toutes les théories de complot, quand on regarde ça, si on commence à faire des liens, tout le monde fait partie du complot, sauf nous. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça qui se passe. Et avec les médias, pour beaucoup de gens, c'est très mystérieux. Là. Oh, je connais personne dans les médias. Tous les On médias est à la sont dans le solde coup. d'un média. Nous, C'est ça. on travaille dans un média. Actuellement, on est à la solde, par exemple, du gouvernement. Je vous le dis, je suis payé par M. François Legault pour parler aujourd'hui de ce film-là, de cette série-là plutôt. Mais le fait aussi, puis je ramène sur le plan créatif parce que je lisais, puis évidemment, je n'ai pas vu la série, puis je me promets de le faire, Utopia, mais je lisais entre autres qu'il y a eu 3 réalisateurs pour donc échafauder, réaliser finalement, construire les intrigues de cette série. Est-ce que ça change de ton, de rythme, tout dépendant du réalisateur ou le téléspectateur ne le verra pas? Ben, je te dirais qu'à la base, oui, bon, il y a eu 3 réalisateurs différents, mais au départ, c'était censé être David Fincher qui réalise la série au complet. Et si ça aurait été lui, je suis sûr que la série aurait été bien meilleure qu'elle l'est présentement. Et pourquoi? Parce que je sais, c'est un grand réalisateur, il a fait ses preuves, mais quand même. C'est au niveau de l'histoire, OK? Les 3 premiers épisodes m'ont vraiment accroché. Et là, après ça, on embarque dans... Moi, le rythme accélère, il y a des choses, il y a des dénouements qui arrivent un petit peu rapidement et je me suis dit, ben peut-être que c'est parce que c'est ce qu'on appelle une mini-série, donc après 8 épisodes, c'est terminé, ça s'arrête là. Non, c'est censé se poursuivre. OK, c'est supposé avoir plusieurs... Tout à fait. Si tout va bien, ben ça laisse place évidemment à une saison 2. Parce que, bon, finalement, ça laisse place à une saison 2 et qu'il y a des dénouements qui arrive abrupt, disons-le, je m'attendais à mieux au niveau du scénario. Et quand un scénario est mauvais, ben, pas mauvais, mais admettons qu'il aurait pu être retravaillé un peu, disons que c'est mieux d'avoir un excellent réalisateur et des bons acteurs pour faire ça. Les acteurs, tout le monde est bon, c'est vraiment juste... le scénario. Et la question pour ceux qui, par exemple, vivent peut-être avec l'anxiété présentement due avec ce qu'on vit, pas besoin de le rappeler, est-ce que ça peut être anxiogène pour quelqu'un qui, présentement, avec cette pandémie, il y a eu le film Contagion, qui a été remis sur Netflix durant la première vague, il y a eu plein de films dans ce sens. I Am a Legend avec Will Smith aussi, qui avait été remis sur Netflix. Alors, est-ce que, justement, ça peut être Utopia anxiogène pour quelqu'un qui est peut-être susceptible, justement, d'avoir présentement de l'anxiété? Évidemment, à cause du sujet, oui, mais je te dirais, pour l'avoir écouté au complet, c'est sûr que si on regarde les 2-3 premiers épisodes, oui, il y a de quoi être un petit peu anxiogène par rapport à certaines choses, mais après ça, de la manière que l'histoire s'en va, pas plus que ça. Pas vraiment. Okay. On débarque carrément de notre réalité, puis ça... Mais pour ceux qui sont sensibles à ça, évidemment, ne le regardez pas. Okay. Bon, bien, c'est bon. On a eu la mise en garde, le check en bon espagnol de la part de Nicolas Vincent Poirier, justement, sur Amazon, donc sur cette plateforme Utopia, c'est disponible. Il nous reste un petit peu de temps, Nicolas, puis je veux qu'on aborde les sorties de films qui ont été repoussés de certains de ceux qu'on attendait le plus de façon des blockbusters, des films internationaux. On n'avait pas eu beaucoup de temps la dernière chronique, la semaine dernière, et entre autres James Bond. Bien, tout à fait. No Time to Die, on apprenait récemment qu'il était supposé sortir en novembre, déjà qu'il avait été repoussé. Et là, c'était à en nouveau. Avril, puis là, il est reporté en avril 2021. On regarde juste James Bond en général. Je te l'ai souvent dit, Alex, chaque mois de l'année est dédié à un type de film. Et les James Bond sortent au mois de novembre ou au mois d'avril. C'est vraiment comme les 2 moments. Donc là, on regarde comment la pandémie accélère et en bout de ligne, c'est pas que les distributeurs ont peur que la pandémie augmente ou qu'il y ait plus de cas ou quoi que ce soit. C'est juste les cinémas, bien présentement, il y a moins de gens qui veulent aller au cinéma. Et on ne peut plus y aller de toute façon en zone rouge. On ne peut plus y aller. Exact. Donc, à cause de tout ça, et Tenet, justement, qui était un gros test pour Hollywood, et le film n'a pas... ça n'a pas été un grand succès au cinéma. Ça aurait pu l'être comparé à si on regarde tout ce que Nolan a fait. Mais là, à cause de ça, ben là, on repense 2 fois. Puis, évidemment, James Bond est reporté. Black Widow aussi. Ça ne m'étonnerait pas que... Wonder Woman avait été reporté aussi. Il est reporté durant le temps des fêtes. Mais bon, à cause de ça, qu'est-ce qui va arriver avec Dune? Parce que 2 gros blockbusters comme ça, avec ce qui se passe maintenant dans le temps des...
Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Puis juste pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais juste pour vous démontrer à quel point la fermeture de salles, par exemple, à Montréal et Québec, sont les deux plus grands marchés pour le cinéma au Québec par la taille, évidemment, de gens qui s'y rendent, mais aussi par le nombre de salles de cinéma disponibles aussi, naturellement. Ça représente, je parlais avec quelqu'un qui est membre de l'industrie du cinéma, qui est un, justement, pour ne pas le nommer, qui a une compagnie de distribution. Il me disait que juste Montréal et Québec, c'est 75 d'un film. Quand un film est lancé au Québec, qu'il soit québécois, qu'il soit international, les recettes au box-office, Montréal et Québec, les deux marchés, contribuent à 75 du retour au box-office. Alors, juste pour vous dire à quel point, c'est pour ça que les films, même si les salles restent ouvertes, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Trois-Rivières, parce qu'ils sont encore en zone orange, c'est encore permis, bien, présentement, les films sont retirés parce qu'on perd de l'argent à les présenter seulement dans les petits marchés. C'est sûr, parce que, bon, Montréal-Québec, c'est les deux plus gros marchés. Et puis, bon, c'est un petit peu comme ça à travers le monde aussi. Certains endroits, les cinémas sont fermés. Quand ils sont ouverts, bien, c'est pas tout le monde qui a le goût d'aller là. Et maintenant, on se tourne vraiment vers le streaming. Donc, des séries comme sur Amazon, Netflix et compagnie, dont tu nous parles à tout, avec nous à toutes les semaines. Puis je te remercie d'être venu. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci encore d'être passé avec nous. Salutations à vous tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait spécial. Pierre Brassard, c'est un homme formidable qui a écrit un volume qui s'appelle Oratorio. Pierre Brassard, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci, M. Lapierre. Merci. Un petit gars du lac Saint-Jean qui se permet d'écrire un oratorio, un polar. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Écoutez, c'est un ami qui est décédé maintenant. J'en parle au début de mon polar, donc qui est décédé. Et puis, il m'a tellement parlé d'anecdotes sur toutes sortes de choses qui se passaient, sur les religions. Il travaillait au Centre d'information sur les nouvelles religions à Montréal. Et donc, il avait beaucoup d'informations sur ça. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec lui. Et j'ai décidé d'aller dans ce sujet, les sujets que je parle dans mon polar. Donc... Mais tout jeune, est-ce que vous étiez parti à faire des recherches, à être curieux? Oui, tout à fait. Donc, c'est surtout à l'âge de 16 ans, donc quand j'ai terminé mon secondaire, et j'ai passé tout l'été à la librairie Lac-Saint-Jean, à la bibliothèque municipale d'Alma, de ma ville d'origine, Alma-Lac-Saint-Jean. Et je m'intéressais sur le Québec, sur l'avenir du Québec, l'avenir constitutionnel, la question de la langue, des questions identitaires. Et j'ai toujours aimé lire. Ça a été ma grande passion. Et donc, plus tard, j'ai écrit ce polar Oratorio. Mais la lecture, pour moi, c'est comme manger, dormir, et c'est indispensable pour moi. C'est ma nourriture. Un polar, c'est quoi un polar? C'est une histoire, donc, sur toutes sortes de choses inusitées. Mais moi, j'ai voulu aller sur l'ésotérisme, un peu comme Dan Brown. J'ai voulu aller sur les questions religieuses, parler de la religion musulmane, parce que c'est une religion importante qui prendra peut-être plus de poids sociologiquement au Québec et à Montréal. Donc, Michel Houellebecq, avec Soumission, son roman, il a été dans ces registres-là. Moi, j'ai voulu y aller sous un registre un peu moins dramatique. Mais je laisse mes personnages s'interroger sur ces questions. Et donc, les questions démographiques me préoccupaient. Et j'ai voulu aussi en parler dans Oratorio, le nouveau paysage religieux qui se dégage au Québec et à Montréal, comme il y a aussi des changements démographiques aux États-Unis. 23 actuellement des Américains sont sans appartenance religieuse, donc il y a un phénomène qui est là pour durer. Il y a des changements sur les questions identitaires, donc j'ai exploré ces choses-là. C'est formidable. Vous avez enquêté assez profondément sur les différentes religions. Il y en a quelques-unes, j'ai remarqué qui vous intriguaient davantage, comme par exemple les francs-maçons et l'islam. Oui. Oui, donc j'ai mon ami qui s'appelle Roger Lamy, qui travaillait au Centre d'information sur les nouvelles religions, m'avait parlé de rencontres qui étaient secrètes entre des francs-maçons et des représentants de l'Église catholique dans les années 70 au Québec. Donc, je revisite un peu la Révolution tranquille
Et j'ai découvert une lettre, donc inédite dans mes recherches sur ces rencontres-là. Et Robert Bourassa était tenu au courant de ces rencontres-là. Donc moi, je suis très content d'avoir trouvé une lettre de Robert Bourassa signée de sa main qui parle de ces rencontres-là. C'était le père Irénée Beaubien, un jésuite. Donc les jésuites, c'est une communauté intéressante. C'est des intellectuels, c'est des gens qui s'intéressent aux sciences, aux arts. C'est des gens qui font des grandes études. Et je voulais me faire plaisir d'explorer ces choses-là. Monsieur Bourassa s'intéressait à l'ésotérisme, mais qu'est-ce qui l'intriguait davantage, lui, par la lettre qu'il a écrite? Qu'est-ce que vous avez senti qui l'intriguait davantage? Je ne pense pas qu'il était membre d'un groupe quelconque ou un franc-maçon lui-même, mais donc c'était l'époque des années 70. On était après la crise d'octobre 1973. En 74, on allait adopter la loi 22 et donc en 73, c'était relativement calme au Québec. Mais bon, c'est ça, j'ai rencontré certaines personnes du Parti libéral qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cette lettre de Robert Bourassa. Donc, je présume que j'ai eu un peu l'exclusivité d'en parler à ce moment-là. Ouais. J'ai lu dans le livre que l'islam, par exemple, à Montréal, était très présente. Oui, ça l'est. Et je pense que ça va le devenir peut-être davantage dans les prochaines années. C'est pourquoi il faut regarder et avoir... ce sont nos concitoyens de religion musulmane qu'on doit regarder de près et entrer en relation avec eux, puisqu'il y a toute une diversité dans la communauté musulmane. Il y a une diversité d'écoles juridiques, de pratiques religieuses, de façons de voir la religion et de la pratiquer. Donc, je pense que c'est une exploration que je voulais aborder avec Oratorio. C'est inquiétant? Non. Non, je ne pense pas pour l'instant. Non, je ne pense pas. Sauf qu'on peut quand même regarder qu'il y a des changements et la moyenne d'âge des gens qui pratiquent la religion musulmane est beaucoup plus jeune que ceux qui pratiquent la religion catholique, mettons à Montréal. Donc, il y a des disparités comme ça, mais je pense que c'est important. Mon roman aussi, Oratorio, c'est le vivre ensemble. C'est l'appel à tous et à toutes des communautés, des différentes religions, que nous sommes tous partie prenante de ce projet ici au Québec, qui est un Québec français, un Québec pluraliste et un Québec nous avons un modèle qui nous est propre sur les questions identitaires. On n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, on se situe entre les deux. Donc, à moyen terme et à long terme aussi, j'ai bon espoir qu'on va vivre ici des choses intéressantes. Ceux qui liront votre volume vont trouver ça intriguant quand même de voir toutes les religions, toutes les façons de penser qui arrivent. Vous faites allusion aussi aux besoins de liberté. Vous avez que ça, pour vous, la liberté, c'est important? Oui, la liberté de croire, la liberté de ne pas croire, la liberté d'expression, la liberté de voyager, la liberté de rencontrer plein de gens. On apprend toujours avec les autres cultures. Et c'est toujours enrichissant. Quelqu'un peut croire à une religion, mais il va être en contact avec une personne d'une autre religion, mais ça va le stimuler à une meilleure compréhension de part et d'autre. Ça, c'est pour moi important. Monsieur Brassard, la famille, pour vous, c'est important. Vous m'avez parlé, vous aviez porté que votre grand-mère était une personne assez formidable, quand même, qui vous a quand même dirigé un peu, qui vous a influencé. Alors, parlez-moi un peu de votre grand-mère. Oui, ma grand-mère, Lucienne Boivin, Fortin, ça a été quelqu'un pour moi qui a été marquante parce que quand j'étais jeune, elle jouait du piano. Elle était impliquée dans toutes sortes d'organismes à Alma, au Lac-Saint-Jean, à cette époque. Elle a elle a même joué du piano avec André Gagnon, donc elle l'a accompagné dans les années, fin des années 70, début 80. Donc, elle a le domaine des arts. Moi, ma grand-mère, elle faisait beaucoup de bricolage, de couture. Elle jouait du piano à l'oreille. Donc, elle avait vraiment une sensibilité artistique. Et je pense que sur ce côté-là, moi, j'ai toujours aimé l'art de manière générale. Rentrer dans une église, rentrer dans une bibliothèque
qui est construit d'une façon architecturale, avec une culture, avec une tradition. J'ai toujours aimé ça, ces choses-là. Écrire un livre semblable, ça prend beaucoup de temps. Ça avait mis combien d'années? Oratorio a duré à peu près 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc, ça a été beaucoup d'écriture. J'ai été en bibliothèque, j'ai été dans les archives, j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc, je mets les remerciements à la fin de mon polar. J'ai rencontré des gens extraordinaires lors de ce travail-là. Maintenant, il est distribué même en Europe actuellement. Oui, il est distribué au Québec et en Europe aussi, dans certains sites qu'on peut commander en Europe. Donc, le polar, je parle aussi de l'Europe. Je parle du Québec et de Montréal et des États-Unis, mais je parle de l'Europe. Je parle du Vatican, je parle de l'Italie, un pays que j'aime beaucoup. De l'Oratoire Saint-Joseph. Oui, l'Oratoire Saint-Joseph. Un présumé complot qui se préparait. Oui, mais c'est une magnifique... un édifice incroyable. Moi, il y aurait probablement beaucoup d'anecdotes à aller fouiller. Je n'ai pas eu le temps de fouiller les archives de l'Oratoire. Sûrement qu'il y aurait des choses intéressantes à trouver sur ça. Pierre Brassard, c'est un livre extraordinaire et j'encourage les gens à se le procurer dans les bonnes librairies ici au Québec. Alors, c'est un plaisir d'avoir pu faire cette entrevue avec vous. Merci beaucoup, M. Lapierre. Merci. Je vous invite évidemment à vous manifester sur notre page Facebook, sur notre site Internet pour voir et revoir cette émission. Bien entendu, soyez assidus à notre bingo. Vous avez l'opportunité de remporter plusieurs milliers de dollars chaque dimanche sur nos ondes avec le Bingo TV Laval, avec 3 500 $, dont 2 500 $ pour la carte pleine cette semaine. Alors soyez assidus, supportez votre télé et je vous dis à très bientôt.